Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres au palais présidentiel. Sous la houlette du président Alassane Ouattara, les membres du gouvernement ont évoqué plusieurs sujets. Le conseil s'est penché sur les opérations de passation des marchés publics et a pris d'autres mesures pour la sauvegarde des écosystèmes locaux. La première dame, Dominique Ouattara, soutient la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Elle vient de faire plusieurs dons. Les guides et associations religieuses ont reçu un important lot de vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA. La 14e conférence des présidents d'assemblées et des sections régions Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF Africain, les parlementaires des États francophones africains ont débattu des questions liées à la sécurité et au développement du continent. Le président français Emmanuel Macron a débuté aujourd'hui sa visite en Chine. Le chef d'État français doit passer plus de 2 jours entre Pékin et Canton pour relancer les relations franco-chinoises refroidies par la guerre en Ukraine, le président chinois étant un soutien de la Russie. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres au palais présidentiel. Les membres du gouvernement réunis autour du président Alassane Ouattara ont évoqué, entre autres, les opérations de passation des marchés publics. Le conseil a par ailleurs décidé d'interdire l'exploitation, le transport, la coupe, la commercialisation et l'exportation du bois de veine. La mesure vise à sauvegarder les écosystèmes locaux. Jérôme Kofi Abolin. La réunion du Conseil des ministres ce mercredi, une rencontre qui, comme toujours, s'est tenue sous la direction du président de la République, Alassane Ouattara. Les mesures arrêtées au cours de cette rencontre sont nombreuses. Pour en énumérer quelques-unes, on retient à l'entame celle portant procédure d'immatriculation des terres. Ce décret organise à cet effet une procédure d'immatriculation simplifiée, mieux adapté aux réalités du milieu rural et propice à une délivrance massive des titres de propriété. Il précise les missions et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans la procédure, notamment celle du conservateur de la propriété foncière et des hypothèques, et fixe un tarif d'immatriculation à coût réduit tenant compte des réalités du monde rural. La situation des forêts classées, la réunion du Conseil des ministres s'en est préoccupée. Il s'agit notamment de ce qui prévaut dans la zone d'Abidjan et la région du Tchologo. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte sur la redéfinition des limites de la forêt classée d'Angué-Dédou, ainsi qu'une communication y afférente. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme renforcé de protection de la forêt classée d'Angué-Dédou qui, avec la forêt du Banco, joue un rôle majeur dans la qualité de l'environnement urbain du district d'Abidjan en termes de purification de la ville et de ses environs des polluants atmosphériques liés notamment aux activités industrielles. Ce programme prévoit la construction d'une clôture ceinturant toute la forêt classée et la démultiplication de patrouilles de surveillance en vue de lutter efficacement contre les agressions liées aux activités humaines et de préserver durablement la vocation forestière et écologique de cette forêt classée. La situation des forêts classées de la région du Tchologo. Au nombre de 12, les forêts classées de la région du Tchologo couvrent une superficie d'environ 268 000 hectares. Les plus connus restent les forêts classées de l'Aleraba, Koba et Nubo. Compte tenu des pressions importantes dues à l'activité humaine que subissent ces aires protégées, le Conseil a arrêté diverses mesures en vue de les conserver durablement tout en tenant compte du bien-être social des populations rivierraines. La mise en œuvre de ces mesures, estimées à environ 2 milliards de francs CFA,
comprend la délimitation de ces forêts classées, la réalisation des plans d'aménagement et le renforcement des actions de surveillance. Autre sujet abordé au cours de cette session, c'est l'opération de passation des marchés publics pour l'année 2022. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 s'élève à 1169 milliards de francs CFA contre 854 milliards à fin décembre 2021, soit une hausse de 36,9%. En nombre, 6 330 marchés ont été approuvés à fin décembre 2022 contre 5 107 à la même période en 2021, soit une hausse de 23,9%. Les procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints représentent 64,3% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 61,2% à fin décembre 2021, soit une hausse de 3,1 points. Les procédures non concurrentielles représentent 33,1% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2022 contre 35,3% à fin décembre 2021, soit une baisse de 2,2 points. La part des marchés attribués aux petites et moyennes entreprises est passée de 50,5% à la fin décembre 2021 à 46,1% à fin décembre 2022, soit une baisse de 4,4 points. Toutefois, ce taux de participation des PME à la commande publique reste supérieur au seuil minimal réglementaire qui est de 30%. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Conseil a mis un accent particulier sur l'institution des indicateurs nationaux de solidarité. L'institution des indicateurs nationaux de solidarité vise à doter notre pays d'outils opérationnels pour l'évaluation régulière de l'état de la solidarité et de la cohésion sociale afin d'orienter efficacement la prise de décision en la matière. Ainsi, en 2019, à la suite d'un processus participatif et inclusif conduit par l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, l'OSCS, auquel avaient participé des experts de l'administration publique, du secteur privé, des partenaires au développement et de la société civile, 151 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale avaient été adoptés. Ces indicateurs ont été actualisés en 2022 au regard des données relevées à la pratique et de certaines contingences sociopolitiques et économiques. À l'issue des travaux, 126 indicateurs nationaux de solidarité et de cohésion sociale ont été validés, dont 97 indicateurs de cohésion sociale et 29 indicateurs de solidarité, contre 114 indicateurs de cohésion sociale et 37 indicateurs de solidarité adoptés en 2019. Ces nouveaux indicateurs seront utilisés pour le calcul de l'indice national de solidarité et de cohésion sociale 2023, correspondant à la valeur de référence des progrès réalisés dans le domaine de la consolidation de la paix. 19 avril 2023, c'est la date choisie pour la prochaine réunion du Conseil des ministres. Et les œuvres de charité s'intensifient en cette période de jeûne pour musulmans et chrétiens. Les deux communautés continuent de recevoir d'ailleurs des dons de la part de la première dame Dominique Ouattara. Les guides et associations religieuses ont reçu un important lot de vivres d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA comme soutien en ce mois de Ramadan. Mama Traoré. Une semaine, jour pour jour après son soutien à la communauté chrétienne, Dominique Ouattara ouvre son cœur aux musulmans de Côte d'Ivoire. Ces denrées composées de plusieurs tonnes de riz, de sucre, de lait, d'huile et de pâtes alimentaires leur sont destinées, un geste de solidarité accompli à la faveur du mois de jeûne musulman, le Ramadan.
juste vous dire merci. Merci et encore merci au nom de toutes les associations islamiques et ONG et toutes les communautés de Côte d'Ivoire. Et j'implore le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala de vous couvrir de la lumière de sa guidance et sa protection et de vous accorder les mérites de ce geste de grandeur qui viendra soulager des populations vulnérables à la faveur de ce mois béni de Ramadan. L'autorité en charge des cultes en Côte d'Ivoire se joint à cet élan de gratitude, d'autant plus que la première dame de Côte d'Ivoire fait désormais de cette action une tradition à chaque Ramadan. Permettez que je me hasarde à citer le prophète de l'islam qui dit, et je cite, « Quiconque offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une récompense égale à la sienne sans que sa récompense ne soit déduite de celle du jeûneur. » Fin de citation. En plus, Excellence Madame la Première Dame, je peux soutenir que les leaders religieux et leurs fidèles de la communauté musulmane sont en permanence en prière à votre profit, car le Saint-Coran révèle que celui qui ne peut avoir de la reconnaissance à l'égard de son semblable, de son bienfaiteur, ne saurait nullement en avoir vis-à-vis du Seigneur des mondes. Ces vivres, d'une valeur totale de 130 millions de francs CFA, seront affectés aux mosquées, aux ONG et aux associations islamiques. Le faisant, la bienfaitrice dit vouloir s'inscrire dans l'esprit de partage voulu par le Ramadan. Le Ramadan est pour la communauté musulmane une période dédiée au jeûne et à la prière. Ce mois de piété est également considéré comme celui de la charité. Durant cette période importante dans l'islam, l'expression de la générosité et du partage, notamment envers la plus démunie, est primordiale. C'est pourquoi j'ai à cœur, chaque année, d'offrir des dons à mes frères et sœurs musulmans de Côte d'Ivoire afin de leur manifester mon soutien et ma solidarité. Cette année, le Ramadan est aussi l'occasion d'un rapprochement entre les communautés religieuses, chrétiennes et musulmanes dans la cohésion et la paix. À leur sentiment de gratitude, les guides religieux comblés n'ont pas manqué de formuler des prières pour la première dame, Dominique Ouattara. Au bonheur que tu as accordé à Mme Dominique Ouattara et son époux. La maire d'Abobo et la ministre d'État Kandia Camara tisse aussi la toile de la solidarité dans sa commune. Elle a fait des dons à plus de 4000 familles défavorisées. L'opération de solidarité Carême Ramadan a débuté le samedi 1er avril dernier. Ahmed Traoré et Godfrey Okamawa. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, et certains membres du conseil municipal ont rendu visite au chef de la communauté à Djoukrou et des Grands Ponts, Akbalas Henri. Ensuite, le cortège du premier magistrat de la commune s'est rendu chez Fofana Abou, victime d'un accident de la circulation et désormais privé de l'usage de ses membres. La visite s'est terminée chez le chef des sages du RHDP à Abobo Salé. Nous sommes dans la période du carême chrétien et du mois de Ramadan pour les musulmans. Nous avons voulu profiter de cette période, comme Dieu nous l'enseigne, d'aller vers nos semblables, d'aller vers les populations d'Abobo. Donc nous avons offert 45 tonnes de sucre et 18 tonnes de riz. Le conseil municipal d'Abobo a décidé d'aller sur le terrain, d'aller rendre visite à des familles, surtout à des familles vulnérables. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'aller vers près de 4000 familles. Tout cela au nom de ce mois béni de Ramadan et de cette période de carême des chrétiens pour exprimer notre solidarité. Le maire de la commune a précisé que ces dons se font au nom du président de la République, Alassane Ouattara, pour les remercier des efforts qu'ils fournissent dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale.
Et dans ce contexte de prière de jeûne, s'est tenue à Abidjan la 14e conférence des présidents d'assemblée et des sections région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les travaux ont pris fin et les parlementaires ont débattu des questions liées à la sécurité et au développement de notre continent. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a appelé la communauté parlementaire francophone à plus d'engagement. Moussa Konaté. Les travaux de la 14e réunion des présidents du Parlement francophone de la région Afrique ont essentiellement porté sur les questions de paix, de sécurité et de l'environnement. Des sujets qui seront au cœur de la 29e Assemblée générale de la région Afrique de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. L'APF, dont la mission est de promouvoir la paix et le développement en Afrique. Et on constate malheureusement que sur notre continent, il y a des problèmes sécuritaires qui se passent. Et je crois que d'une façon particulière, ils se sont dit cette fois-ci, nous devons davantage nous pencher sur le problème de notre continent. Et c'est important. Les questions qui touchent à la survie de l'humanité de plus en plus intéressent l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc en tant que parlementaire de l'OIF, nous projetons de transmettre nos réflexions à l'OIF qui va se charger de les implémenter et conduire certainement à des prises de décision pour le bien-être de nos différentes populations. 2 jours de débat dans une ambiance conviviale entre parlementaires. Les participants à ces assises d'Abidjan se félicitent de la bonne tenue des échanges. La conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, considérant l'engagement de la République de Côte d'Ivoire à travers les actions en faveur de la promotion de la francophonie, considérant la participation exceptionnelle d'un grand nombre de présidents d'assemblées et de sections de la région Afrique de l'APF, mais aussi la forte implication de la section ivoirienne de l'APF pour la réussite des présentes assises, exprime très respectueusement sa satisfaction et sa profonde gratitude à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, et lui rend hommage. Une motion de soutien dont se réjouit Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale réitère sa vision d'une institution parlementaire francophone engagée dans l'accomplissement de ses missions. Il faut que l'espace francophone soit une force, soit une opportunité pour chacun des États membres. C'est en cela que l'APF pourra donc reprendre toute sa place dans ce village planétaire où la compétition, naturellement, est au rendez-vous. C'est donc avec beaucoup d'espoir et comptant sur l'engagement et le sens de la responsabilité des parlementaires que nous sommes, que je voudrais formuler le vœu que cette année 2023 soit une année de restauration de la paix, de stabilité et de cohésion sociale pour le bien-être de nos populations. Fini donc les travaux de la 14e conférence des présidents d'assemblée de la région Afrique de l'APF. Rendez-vous est donc pris pour la 29e assemblée générale de la région Afrique prévue en mai au Niger. Et dans un autre domaine, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME vient de lancer des études stratégiques pour le développement de 5 clusters industriels. Le ministre Souleymane Diarra appelle au renforcement du partenariat public-privé dans l'élaboration de cette étude stratégique. Frédéric Oula et Godfrey Okambawa. Clusters industriels, un concept pour positionner le secteur industriel comme moteur de la croissance économique. À sa simple définition, clusters renferme les notions de l'action collective et la mise en relation d'entreprises basées sur l'ancrage géographique. L'élaboration des études stratégiques pour la mise en œuvre des clusters industriels offre l'accessibilité aux marchés internationaux pour les entreprises locales. Les études stratégiques qui seront faites et que l'ONUDI appuiera bien entendu seront de faire effectivement déjà un diagnostic qui soit un diagnostic solide. Ensuite, pouvoir mettre en place les éléments donc, de gouvernance en fait, de toute cette démarche-là et aussi de gouvernance au niveau de chacun des clusters. Nous attendons effectivement d'être approchés au sein de la Confédération patronale unique des PME pour réaliser donc ensemble ce projet assez important pour l'épanouissement des PME.
Dans ce paradigme axé sur la productivité et un écosystème compétitif, le ministre Souleymane Diarra Souba invite les cabinets à un suivi efficace des études stratégiques. Nous avons identifié après étude 7 clusters prioritaires. Par rapport au développement de ces secteurs, on aura l'avantage d'avoir un document unique, un référentiel unique en matière de développement stratégique et de promotion de ces différents clusters. Et ça nous permettra de savoir en fait en termes de boussole vers quel horizon nous allons et comment nous devons y aller. Sur les 7 clusters prioritaires stratégiques définis par le PND 2021-2025, 2 ont été réalisés. Les 5 autres se feront dans les mois à venir dans les secteurs de matériaux de construction, d'ameublement, d'équipement et d'emballage. Voilà, les choses reprennent de plus belle après des moments d'arrêt. Le dialogue social reprend donc. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a justement repris aujourd'hui même le dialogue social avec les fêtières de syndicats au menu des échanges, établissement d'un planning pour les cadres d'échange, de discussion et la révision du stock des revendications des différents syndicats. C'est Forazeki. Si l'année scolaire 2022-2023 est toujours paisible dans les établissements scolaires du pays, c'est en partie grâce au dialogue social initié par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation avec les fêtières de syndicats d'enseignants. Ce jour, c'est la reprise des discussions entamées quelques mois plus tôt. Il s'agit pour nous d'obtenir un cadre de discussion qui permet d'obtenir des accords. Aussi souhaitons-nous avoir des interlocuteurs, une équipe du gouvernement pouvant répondre aux différentes préoccupations posées. Le préfet hors grade Raoul Kouadio, directeur de cabinet, rassure les partenaires du système éducatif ivoirien que sont les syndicats sur la prise en compte par le gouvernement de leurs revendications et doléances. Aucune décision ne sera prise sans leur contribution. Les syndicats sont des acteurs de l'école ivoirienne et nous voulons une école nouvelle, nous voulons une école d'excellence. Donc cela ne peut se faire, selon Madame le ministre, sans que tous les acteurs soient impliqués dans le dispositif. C'est pourquoi j'ai demandé qu'ils viennent prendre leur part pour pouvoir permettre qu'on puisse réaliser cette école nouvelle, cette école d'excellence que nous voulons. Au nom de la transparence, Raoul Kouadio entend transmettre tel que reçu les revendications et doléances des fêtières à Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le meilleur syndicalisme pour l'école ivoirienne est sans aucun doute celui qui, par le dialogue permanent avec l'autorité de tutelle, arrive à obtenir des acquis en sauvegardant l'intérêt des apprenants. C'est ce qui ressort de cette rencontre de prise de contact avec les fêtières de syndicats d'enseignants. Et dans cette belle ambiance, la Côte d'Ivoire, notre pays, se prépare à célébrer la journée internationale du sport. L'événement aura lieu le 7 avril prochain à Dimbokro et en prélude à ces festivités, un panel a été organisé par le ministère des Sports pour montrer l'importance de cette journée consacrée au sport. Arsène Kouassi et Sojan Silver. Instituée depuis 2013 par l'ONU, la Journée internationale du sport est célébrée tous les 6 avril partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, les festivités se tiendront le 7 avril 2023 à Dimbokro, autour du thème « Marquer des points pour les peuples et pour la planète ». Mais avant cette célébration nationale, le ministère des Sports a initié un panel pour montrer l'importance de cette journée aux étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports, ainsi qu'aux dirigeants de fédérations. Et pour marquer aussi la journée internationale du sport pour le développement et la paix, nous allons lancer avec l'installation des chantiers de l'Agora de Dimokro, qui aura lieu donc le 7. Avec la coopération française, l'ambassadeur de France et les autorités locales. Telle est la vision de développement inspirée sous le leadership du président Alassane Ouattara. Occasion également pour les panélistes d'instruire les pensionnaires de l'INJS sur plusieurs thématiques, entre autres la sociologie et l'universalité du sport et le partage d'expériences. Il est normal qu'on puisse donc saisir toutes ces opportunités pour célébrer le sport et planter, ouvrir les axes pour démontrer que le sport est aussi une activité de développement. Le sport qui était amusement, qui était jeu, a migré pour être aujourd'hui un élément incontournable dans le développement durable.
Notons que l'objectif de cette journée internationale du sport est de sensibiliser les décideurs et les partenaires du mouvement sportif sur le potentiel du sport pour adresser les problématiques de paix et de développement. Et en attendant ce rendez-vous, je vous conduis à Tanda, où le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Ayumani, également porte-parole du RHDP, a rencontré l'ensemble des chefs traditionnels de cette région. Et avec les têtes couronnées, il a évoqué la paix, le développement de la région. Herman Niamien pour le reportage. Au domicile du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, dans son village à Amanvi, le roi des Brons, Sa Majesté Nana Adengra Kwasi Ayumani, le chef de province Angobia et l'ensemble des chefs traditionnels du département de Tanda, ainsi que plusieurs associations de jeunes et de femmes. Tous sont venus s'entretenir avec le ministre d'État Kobena Kwasi Ayumani sur divers sujets d'intérêt pour le département. En premier lieu, la question du choix du candidat du RHDP à l'élection municipale à venir à Tanda. Une question qui suscite déjà, selon eux, des grincements de dents au sein de la population. Je n'ai pu donner de réponse parce que, pour le moment, en dehors de ce que nous avons décidé au niveau de la commission régionale d'arbitrage, les dossiers sont entre les mains des responsables du RHDP. Et au moment venu, la publication va être faite et les parents sauront qui a été retenu pour être leur candidat. Un autre point à l'ordre du jour que le ministre d'État a tenu à partager avec ses parents, les projets agricoles initiés par l'État dans la région du Gontougo et surtout la fuite de la noix de cajou vers les pays voisins, principalement le Ghana. Je leur ai demandé surtout d'être vigilants par rapport à tous ceux qui font de la commercialisation illicite de nos noix de cajou et qui prennent d'autres destinations. Parce que là-bas, ils ne paient aucune taxe, alors que c'est avec les taxes que le développement se fait. Kobena Kwasi Ayumani a exhorté ses parents à faire confiance au président de la République Alassane Ouattara, qui se bat comme il peut pour apporter un mieux-être aux Ivoiriens et le développement du pays. Et les communautés Akié et Atchan d'Abidjan sont reconnaissantes au président de la République. Elles ont donc décidé de rendre hommage au chef de l'État. Ce mercredi, donc, les têtes couronnées ont échangé avec le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé sur les préparatifs de cet événement de reconnaissance au chef de l'État. Le Grand Abidjan respire au rythme des chantiers de construction d'infrastructures, en témoignant les ponts, les routes et les stades. Des réalisations qui impactent le quotidien des populations, surtout les communautés Akié et Atchan. Pour ces réalisations, les villages bénéficiant de ce désenclavement décident de traduire leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Depuis son accession à la magistrature suprême, tout le Grand Abidjan a changé de visage. Nos villages qui sont incrustés dans ce grand pôle ont connu aussi du développement. Devant tous ces grands bienfaits, il nous faut traduire notre reconnaissance et nos remerciements à celui qui en est l'auteur et qui n'est personne d'autre que le président de la République, Alassane Ouattara. Cet hommage est piloté par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé. Il exhorte les têtes couronnées à la mobilisation des populations des 24 villages Akié et Atchan. Nous nous préparons avec le concours du Premier ministre à rendre un vibrant hommage au président de la République pour tous les bienfaits qu'il accorde au district autonome d'Abidjan et particulièrement au groupe Akié et au groupe Atchan. Dans la phase 1 de ce que nous avons appelé les projets de désenclavement, il s'est agi d'effacer l'éloignement de ces villages, l'isolement de ces villages en période difficile où la saison de pluie dérange un peu la circulation. Ce rendez-vous va se tenir dans le village d'Akeikwa, dans la commune d'Abobo. Plus de 10 000 personnes sont attendues. Robert Begré-Mambé profite de l'occasion pour annoncer la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de désenclavement des villages Akié et Atchan. Voilà, le reportage de Frédéric Oulaye était commenté pour vous par Issa Tchonayeo.
Le chef protocole du président de la République, Eric Taba, poursuit ses œuvres de charité. En ce mois de Ramadan, il a fait des dons aux populations et au quartier Colombie dans la commune de Cocody. Il a réhabilité la mosquée, nous disent Astou Touré Danyogo et Jean Magagi. La mosquée de Cocody, Colombie, rénovée. Une action d'Eric Taba pour redonner fière allure au temple de Dieu en ce mois de pénitence et de partage. Un geste qui vient répondre aux sollicitations exprimées par les premiers responsables de cette mosquée. Nous nous sentions vraiment très fiers, très contents. Avant, la mosquée n'avait pas cette valeur-là. M. Eric Taba, Dieu le garde encore longtemps. La devanture de la mosquée a été reprise, la sapente a été refaite, le minaret a été entièrement refait et repeint. En islam, tout ce qui est fait dans le chantier de Dieu, c'est Dieu qui récompense. Donc, ce n'est pas nous, notre satisfaction. Nous osons espérer que ce acte va droit dans la volonté du Tout-Puissant, Allah, dans ce mois saint de Ramadan. Fier d'avoir contribué à l'amélioration des conditions de prière, le donateur situe tout l'intérêt de cette action. C'est un mois de pénitence, de piété. J'ai voulu apporter ma contribution avec mes amis. C'est un cadeau que je fais devant Dieu. Je sais que c'était difficile donc pour les musulmans de venir faire la prière. Ils ne pouvaient même pas monter au-dessus. Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, on a pu retoucher cette mosquée. Alors c'est à Dieu qu'on fait ce cadeau. En plus de la rénovation, des dons en vivres ont été faits aux fidèles musulmans de Cocody, les Oliviers, alias Colombie. Toujours dans le but de partager des moments de joie et de fraternité. Eric Taba était à la Riviera pour partager des moments de cohésion lors de la première édition du tournoi de Maracana Fatou Kouyaté. Nous avons instauré ce tournoi de Maracana dans le but de la cohésion sociale et pour instaurer la fraternité, l'entente entre nos communautés. Environ une vingtaine d'équipes étaient en attraction. Des enveloppes et des trophées ont été remis aux différentes équipes. On fait un autre tour à l'intérieur du pays, notamment à Divo et dans le Logui-Bois. Depuis 3 ans, il est organisé un concours de mémorisation du Coran dans cette commune. Et cette année, l'événement a mobilisé des milliers de musulmans, nous rapportent Mahama et Zakaria Traoré. Devant le grand public, venu au stade du lycée municipal de Divo, de jeunes apprenants se défient en récitant des passages du Saint-Coran qui leur sont soumis par un jury. À l'issue de la compétition, le talibé Aboubakar Dosso de la catégorie apprentissage intégral est désigné champion de ce concours qui en est à sa 3e édition. Je salue toute la famille, tous les imams, les organisateurs. Ça m'a donné courage toujours pour lire le Coran. La mémorisation du Coran n'est pas du tout facile. C'est très très difficile, il y a des versets qui se ressemblent. Donc nos enfants et nos élèves, on peut dire qu'ils étaient parmi les meilleurs. Aboubakar Dosso repart avec un lot composé d'un diplôme et d'une somme d'1 million de francs CFA. Une manière pour l'initiateur et parrain de ce concours, Famoussa Koulibaly, député de Divo, d'encourager ces jeunes apprenants issus des écoles confessionnelles. En éduquant la base, en inculquant les valeurs morales, les valeurs spirituelles à nos enfants, nous sommes sûrs et certains d'avoir une société épanouie et une société où il fera bon vivre. Ce concours s'est tenu en présence d'une dizaine de députés et de l'ambassadeur de Djibouti en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des valeurs culturelles qu'il faut perpétuer. Et si on ne perpétue pas ces valeurs-là, c'est dangereux pour l'équilibre même de notre société. Et le Coran, c'est la parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran véhicule un message de paix, un message de cohésion, un message de fraternité. Et ceux qui mémorisent ce Coran doivent être des modèles. En vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des talibés de la mémorisation du Saint-Coran, Famoussa Koulibaly annonce la construction prochaine à Divo d'un complexe de formation alliant enseignement confessionnel et enseignement classique. Voilà, et notez que le dimanche prochain, les chrétiens vont célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale vient de porter donc à notre connaissance que le lundi 10 avril 2023, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue
du territoire. Et on va finir ce journal par cette autre actualité. Le président français Emmanuel Macron a débuté aujourd'hui, mercredi 5 avril, sa visite en Chine. Le chef d'État français doit passer plus de 2 jours entre Pékin et Canton pour relancer les relations franco-chinoises refroidies par la guerre en Ukraine. Le président chinois étant un soutien de la Russie. À son arrivée donc ce mercredi, le président français s'est rendu à l'ambassade de France où il a présenté sa stratégie à venir avec le président chinois Xi Jinping. Point final de ce 20h. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même bonheur demain, la même heure, sur le même plateau et sur la même chaîne. On se retrouve demain.